On est parti pour ce deuxième round où là on va parler propositions. Alors pour le coup on va diviser un peu la séquence et puis on va vous contraindre un peu sur le temps pour le coup, des séquences de 3-4 minutes par série de questions. On va commencer par le cœur de vos propositions. On verra comment les professionnels réagissent s'ils ont envie. On a ensuite effectivement deux interpellations syndicales, on va dire, ou professionnelles, le Syndéac et le Synavi. On a le Synavi là. Rapidement, je rappellerai le questionnaire du Syndéac, le syndicat des entreprises et des activités culturelles. Je sais pas toi. Je crois que c'est ça, des entreprises culturelles, artistiques et culturelles. Voilà. Et puis, dernier tour, où là, si Valérie et moi voyons qu'il y a des champs de la culture qui n'ont pas été brassés, on ira vous chercher dessus. Et puis, on entendra vos réactions. Un petit tour de ceux qui ne sont pas là, et dont je me suis effectivement amusé, pas amusé, mais dont j'ai pris le parti d'aller chercher leurs propositions culturelles. Alors effectivement, mon ancien collègue et ami Emmanuel Négrier, c'est drôle de dire ça, dit dans The Conversation, la version française, il me semble, il n'y a pas très très longtemps, il explique, il interroge cette question-là, pourquoi est-ce que la culture n'est plus centrale dans les politiques municipales. Il pose plusieurs hypothèses, et je vais en rajouter une ou deux. Il y a bien sûr cette hypothèse qu'on a déjà évoquée, que le travail a été fait. Et c'est vrai que les villes particulièrement se sont construits des panoplies, alors ça pour le coup c'est lui qui me cite, des panoplies d'équipements. Il fallait avoir, en fonction de sa taille, les labels qui correspondaient à sa taille. Donc une grande ville comme Montpellier, il fallait qu'on ait les labels nationaux. Et puis quand on était un peu plus petit, comme Béziers ou Sète, on pouvait avoir des labels régionaux, c'était moins grave. Mais il fallait en avoir partout, et Georges Frêche a été très volontariste pendant 20 ans là-dessus. Il fallait le grand établissement de la danse, le grand établissement du théâtre, l'Opéra national et l'Orchestre national, le CDN, le musée des beaux-arts. Finalement, la seule chose qu'il n'avait pas fait, dans les grands, c'était le Guggenheim qu'il a essayé de vendre à la fin. Et puis, le cirque et les arts de la rue qui n'ont jamais été son kiff, il faut le dire. Et Frêche disait, de toute façon, si je ne le fais pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'acteurs suffisant pour le porter. C'était toujours son grand truc. Il n'avait pas fait l'art contemporain parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour porter l'art contemporain. Il oubliait juste de nous dire que Lambert avait voulu nous filer sa collection à un moment et qu'il l'avait refusé. Mais c'était cette logique de panoplie, et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi Philippe Sorel a dit qu'il fallait achever la politique d'équipement par le MOCO. Une façon de finir un travail qui avait été commencé il y a quelques années. Et toutes les collectivités sont un peu dans cette situation-là. Et puis, dit Négrier, et c'est intéressant, le transfert de ces équipements culturels et de la plupart des compétences culturelles aux intercommunalités fait que le débat public devient plus flou, parce que tout ce qui est à l'intercommunalité est un truc qui nous échappe un peu. On sait que vaguement, qu'on vote pour aussi des conseillers communautaires dans une liste à part, mais finalement la maîtrise qu'on a de ce destin communautaire n'a rien à voir avec la maîtrise municipale. Et d'ailleurs la plupart des candidats ne disent pas je suis candidat à être président de la métropole ou présidente de la métropole, ils disent je suis candidat à être maire. Et j'ai regardé tous vos sites web et effectivement vous nous dites si je suis maire, et très rarement si je suis président de l'intercommunalité qui a l'essentiel des pouvoirs aujourd'hui. Et donc forcément, si on recule, si on prend une compétence et qu'on l'enlève du débat démocratique, elle sort du débat démocratique. C'est moins visible en tout cas. Et puis il y a la dernière explication. Voilà. On est dans un temps où ce n'est plus la culture. Aujourd'hui, pour être un bon candidat, il faut parler de vélo. Parce qu'à Montpellier, il y a eu une révolution du vélo. Une révolution culturelle d'ailleurs, comme disent les cyclistes.
La révolution culturelle, c'est celle du vélo. C'était Vélocité, le grand oral, où là, il y avait tous les candidats, je vous le garantis, la semaine dernière, et on a parlé de révolution culturelle. C'est-à-dire que la révolution culturelle, aujourd'hui, c'est celle de l'écologie. Tout le monde est vert. Tous les programmes sont verts, c'est absolument incroyable. Tous les sites web sont verts. Toutes les plaquettes sont vertes. Même celles qui sont à dominante bleue, elles sont vertes quand même. Et on sent que c'est ça le débat. Et citoyen aussi, c'est un peu à la mode. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup aussi. Et on voit que c'est ça aujourd'hui qui domine le débat. Et du coup, à mon grand étonnement, même ceux qui étaient réputés de nos candidats pour avoir une position sur la culture, la culture a disparu de leur programme. Elle a disparu de leur grand thème. Donc, les candidats réputés, soyons clairs, c'est Michael Delafosse, ancien adjoint à la culture, qui... on ne peut pas dire que la culture soit un élément saillant de son programme, en l'état actuel des choses. J'ai beaucoup cherché, parce que ça n'est pas dans les 12 grands thèmes, c'est sous un thème. Du coup, je l'ai interpellé. Et il m'a expliqué quelque chose. Il m'a dit, écoute, dans la campagne dans laquelle on est, qui est complètement folle, dans lequel le sortant s'est déclaré au dernier moment, je garde des propositions. Pour la fine bouche. Pour la fin, en fait, pour la dernière ligne droite. Je lui dis, mais non, c'est pas vrai, tu en as sorti une. Ah, mais ça, c'est parce qu'on fait des tests. Et effectivement, chez ceux qui n'ont pas de proposition, il y a eu des tests. Il y a eu l'idée de on abandonne le Zénith, on en fait autre chose, mais ce n'est pas dans le site web, ce n'est pas dans la plateforme, ce n'est pas dans le programme. On va déménager les Halles de la Mosson et on va les mettre ailleurs, on va faire des... Ce n'est pas dans le programme, ça fait partie du test, et si ça prend, ça prend, si ça prend pas, ça prendra pas, et puis on l'aura pas en fait. Et c'est extrêmement étonnant de voir comment la culture qui était au fronton des programmes municipaux, en a totalement, pas totalement, quasiment totalement disparu sur les 14 listes. Moi j'étais très étonné. Quand on a des propositions, elles sont extrêmement générales, donc on n'a rien à redire dessus. Retisser des liens avec l'ensemble des acteurs du milieu culturel, au-delà des étiquettes politiques. On peut faire un jeu si vous voulez. J'aime bien jouer ça avec mon fils. Ça appartient à qui ? Qui fait cette proposition ? C'est très drôle. Redéfinir une politique culturelle ambitieuse et concertée en partenariat étroit avec les autres acteurs du territoire. Soutenir la création culturelle par l'ouverture de lieux gérés par les artistes. Je l'ai au moins 4 fois celle-là. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a un consensus et que vous allez y arriver. Et pour le reste, il y a quand même la moitié des sites web des candidats dans lesquels il n'y a rien. On cherche et ça n'y est pas. Donc il y a un projet au stade de la Mosson, mené par quel candidat, une idée Oui, Moed Altrad dit si on ne fait plus de foot au stade de la Mosson, on pourra y faire des grands concerts. Et du coup, on pourra poser la question du Zénith. Et Alex Larue dit la même chose d'ailleurs, dit le Zénith, finalement, c'est un vieil équipement, peut-être qu'il faut en faire autre chose. Un lieu de répétition ? Un lieu de répétition, alors culturel, en tout cas, qu'est-ce qu'il dit exactement une scène. Je vais vous dire parce que c'est un peu compliqué. Bon. Nouveau créneau de soutien à la pratique amateur avec la réhabilitation du Zénith. Bref, on a peu de propositions fortes. Patrick Vignal dit « Je ferai un grand festival des arts urbains ». Alex Larue dit je ferai de Montpellier un lieu incontournable pour les industries culturelles et créatives. D'accord. Donc on a deux là fois. Que les candidats ont le plus phosphoré. On a 2 fois un pass culture. D'accord. Cette idée qu'aux familles ou aux jeunes, on va donner un chèque et ils pourront aller poser. Ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. Mais la plupart du temps, on n'a pas ça. Moi, j'étais très surpris. Il y a 2 programmes dans lesquels il y a un chapitre culture. Alex Larue, Coralie Mention.
Il y en a un dans le mien, je pense, monsieur Alors, j'ai pas vu. Vous ne l'avez pas lu. Mais non, c'est que je ne l'ai pas vu. En fait, je suis que sur le site web. Oui. Et du coup, sur le site web, je fais ce que je peux. En fait. Je vous le donnerai, je l'ai là d'ailleurs. Je veux bien. Mais je sais. C'est ça que je veux amener. Hein. Je sais bien qu'il y a des propositions. Merci. Je sais bien qu'il y a des propositions, mais pour le coup, ce ne sont pas elles qui émergent dans le débat, et vous allez certainement nous expliquer ça. Pourquoi ? Alors, justement, est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, d'une sorte de fin de cycle dans la culture? En gros, on a beaucoup construit, on a fait beaucoup, il y a un peu moins d'argent, il y a des transferts de compétences à des collectivités mal identifiables par les électeurs, donc pas le sujet, la culture n'est pas un sujet clivant, on a bien compris. Est-ce que vous avez le sentiment que il faut réinventer quelque chose dans le domaine culturel, Clotilde? Alors, réinventer, il faut surtout remettre une machine en route qui a été complètement stoppée. On le voit. On a d'un côté des festivals qui sont qui aspirent énormément de budget, et puis de l'autre côté, on a une envie de créer qui n'émerge pas et qui n'arrive pas à ressortir puisque, on l'a expliqué tout à l'heure, les budgets ont été coupés. Clairement, la culture, pour parler de façon à la base, la culture, bien sûr qu'elle est primordiale. Quand je vous parle de faire un palais de la découverte et que je vous parle d'écologie, quand je parle de culture scientifique, elle est primordiale parce qu'on ne peut défendre que ce qu'on comprend et que ce qu'on a intégré. Et c'est primordial, la culture. C'est primordial, on parle de culture populaire en tous les cas dans les quartiers, et toute cette forme de culture, qu'elle soit, ce soit d'aller à l'opéra, de faire du hip-hop pour sortir les jeunes et les occuper en tous les cas dans certains quartiers, ou aller au palais de la découverte où on pourra aller apprendre ce que c'est qu'une plante et reconnaître les plantes, où on défend mieux ce qu'on a compris, on porte mieux ce qu'on a compris. Et c'est la culture, c'est primordial dans le projet que nous portons. Excusez-moi, je vous coupe. Oui. Vous voulez des propositions concrètes? Oui, non, mais avant, je crois savoir que vous êtes tous fait aider sur les sujets culturels. Ce sont des sujets un peu complexes. Je crois que Franck Tenaille vous a aidé, Clotilde Ollier, Fatma Nakib vous a aidé, Coralie Mention. Vous-même, vous avez eu à travailler avec des spécialistes, lesquels? Nous, on a travaillé avec des gens qui sont sur notre liste, qui viennent du monde de la lecture publique, avec des créatifs, avec et des gens qui sont impliqués dans les associations. D'accord, donc vous avez fait un travail spécifique sur les questions culturelles, où vous vous êtes formé à ces questions, c'est ça, pour les 3 têtes de liste? Juste nous sur le programme, on a fait ce qu'on fait sur tous les autres sujets. Ça fait 1 an et demi qu'on le construit nous avec les habitantes et les habitants, qu'on a mis en place des comités thématiques et qu'on a travaillé ça en faisant des allers-retours aussi avec le terrain, et pas seulement en pensant un peu de manière haute et déconnecter de la réalité les propositions. Et juste sur la culture, peut-être nous préciser qu'on a lancé une plateforme en ligne pour que n'importe qui puisse faire des propositions, et on la clôture mercredi justement, donc on est dans une phase encore, on finalise nos livrets thématiques, et il y en a un sur la culture que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais ça explique peut-être aussi le décalage que vous avez pu voir entre ce qui est affiché en ligne et puis... ce que vendredi, j'en avais aucune de validée, mais j'ai bien vu qu'il y en avait en validation ou qui étaient déjà rejetées. Alors ça veut dire quoi? On dépose des idées sur votre... C'est une plateforme où n'importe quel habitant peut proposer des idées, et nous après il y a celles qu'on a mis qu'on a construit pendant 1 an et demi de notre côté, il y a celles que les gens font remonter, et des fois il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé effectivement, et donc c'est ce mix là qu'on est en train de valider, pas valider, et donc c'est en cours de finalisation. D'accord, vous avez eu des consultations aussi de ce type là, publiques, Clotilde Ollier, Coralie Mention? Oui, bien sûr, c'est primordial. Je crois qu'on ne peut jamais inventer tout seul dans son fauteuil, et je crois que c'est l'écueil de Philippe Sorel actuellement, c'est de penser que tout seul dans son fauteuil en cuir, on a le pouvoir total de tout savoir. C'est impossible, ça n'existe pas. Le principe, c'est qu'on apprend des autres, on apprend du terrain, c'est en discutant, c'est en échangeant, c'est en faisant remonter les sujets du terrain et la culture, c'est tellement vaste, c'est tellement large, vous êtes bien placé pour le savoir. Déjà tous les éléments, la culture elle est tellement large, la culture scientifique, les arts de rue, tout ce qui représente le théâtre, je vais pas les énumérer ici, le cinéma, tout ça, chacun a sa spécificité, et même dans ces domaines typiques, si on prend le théâtre par exemple, il y a le théâtre jeunesse, il y a le théâtre amateur, donc on a passé beaucoup de temps à discuter avec tous
toutes ces personnes, tous ces spécialistes, tous ces gens qui évoluent dans ce milieu-là pour essayer de trouver le meilleur moyen justement de faire une synthèse. De faire une synthèse, mais parfois la synthèse, elle peut être un peu molle. Ce qu'on n'a pas voulu justement, faire cette synthèse molle. Ce qu'on a voulu, c'est vraiment créer quelque chose de fort, avec vraiment ce palais de la découverte qui est un véritable... j'ai envie de dire un bateau amiral qui va permettre de parler de culture scientifique, mais il n'y a pas que la culture scientifique, il y a le reste aussi. Et si on veut permettre de faire le lien entre la culture la culture de terrain, j'ai envie de dire, tous ces jeunes qui émergent, qui sortent, on en parlait tout à l'heure, ces jeunes qui sortent de l'école et justement le fait de pouvoir devenir un professionnel, ben, il faut créer cette possibilité, c'est-à-dire des résidences d'artistes, des endroits, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, des endroits où il y ait du budget de fonctionnement, d'investissement, où il y a un véritable budget pour permettre à ces personnes-là de travailler de façon sereine, puisque travailler de façon sereine, ça veut dire avoir un salaire et pouvoir être posé. Quand on veut faire de la création, quand on veut créer, on ne peut pas se dire qu'est-ce que je vais manger à la fin du mois, comment je vais remplir mon frigo. C'est tout bête, c'est à la base, mais en tous les cas, c'est nécessaire et c'est la base de tout et c'est ce qu'on veut porter. C'est pour ça qu'on souhaite augmenter le budget de la culture. C'est une sorte de politique de l'augmente là que vous mettez en place, qui tranche avec cette politique de l'offre volontariste de l'État puis des collectivités locales enrôlées ces dernières années. Est-ce que c'est un peu votre process aussi d'écouter ce que veulent, ça c'est un peu indéfini, les artistes, les gens, pour constituer une politique culturelle pour Alimentation? Bien sûr, on ne peut pas être expert de tous les domaines, donc évidemment le projet On l'a construit, on avait mis en place une plateforme aussi collaborative où les gens ont pu mettre des idées. On a une équipe évidemment plurielle, la liste qu'on a déposée est plurielle avec évidemment toutes les compétences dont la culture. Et évidemment, si je suis maire, mon mandat, je le ferai en déléguant. C'est justement comme ça qu'on est maire, c'est mettre en avant le collectif et déléguer. Donc quand il y a un domaine qu'on ne maîtrise pas, on s'appuie sur le reste de l'équipe qui, eux, maîtrisent ce domaine-là. Donc c'est comme ça qu'on a construit évidemment le programme. Mais après, il y a toujours une ligne directrice, c'est l'écologie. Et pour nous, l'écologie, c'est s'appuyer sur nos propres ressources. Et donc, c'est pas construire un palais, parce que construire, c'est encore construire, c'est utiliser des matières. Non. Il y a ce qu'il faut comme bâtiment, on l'a dit tout à l'heure, il y a ce qu'il faut comme bâtiment, des friches, il y a des friches. Donc, utiliser l'existant et le recycler. C'est ça l'écologie. D'accord. Vous ne construirez pas de nouveaux lieux. Ça tombe bien, c'est un lieu qui existe, c'est le grand bâtiment qui est juste en face du jardin des plantes et qui est actuellement vide et qui appartient à une reconversion. Voilà, exactement. Donc c'est ça, l'écologie, c'est utiliser ce qui existe. Donc à l'heure actuelle, ils sont en train de mettre un nouveau conservatoire. Justement, quel est le conservatoire de Sainte-Anne? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, ça c'est un lieu. Est-ce que ce ne serait pas justement, vous disiez qu'il manquait de lieux de création, est-ce qu'on n'utiliserait pas ce lieu pour en faire un lieu de création? Les artistes. Voilà, pour les artistes. À Nantes, ils ont fait un projet, un appel à projet, ils ont pris 14 ou 18 lieux de friches dans la ville. Ils ont fait un appel à idées, ils se sont dit qu'est-ce que vous voulez en faire, les artistes, qu'est-ce que vous voulez faire. On pourrait faire la même chose à Montpellier, c'est-à-dire repérer les lieux qui ont été délaissés. Je parle par exemple au Muséum Agropolis, ce lieu, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un tiers-lieu, de lieu de création justement? Voilà, il faut faire un repérage et se dire quel type d'artiste souhaiterait, quel projet il voudrait faire là dans ce type de projet. Il y a les maisons pour tous aussi. Les maisons pour tous sont souvent ouvertes le soir pour justement les activités amateurs de la culture. En journée, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas en faire des résidences d'artistes? Alors toutes les maisons pour tous ne sont pas équipées de salles de spectacle, mais il y en a quelques-unes. Mais voilà, est-ce qu'elles ne peuvent pas être ouvertes aux résidences d'artistes? Voilà. C'est ça, se reposer sur ce qui existe déjà. Sur la culture, sur les lieux. Est-ce qu'à l'Ancadoula, vous êtes dans cette ligne aussi d'outils partagés éventuellement? Oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on propose déjà, premièrement, c'est un rééquilibrage aujourd'hui sur les grandes infrastructures. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle, en fait, peut-être dans les candidats historiques qui sont là depuis 20-30 ans, qui se présentent encore à cette élection, peut-être que s'ils n'ont pas mis grand-chose dans leur programme, c'est qu'en fait, eux, ils ont l'habitude des grandes infrastructures où il faut couper du ruban. Et donc forcément, on sait comme on vient de passer un peu de finir ce cycle, peut-être pour eux, c'est pas évident d'inventer autre chose. Je pense qu'il faut quand même le dire. À mon avis, pour eux, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Quel gros projet je pourrais pouvoir enfin dire c'est moi qui l'ai fait? Donc pour eux, je pense qu'ils sont un peu déstabilisés. Nous, ce qu'on propose, c'est donc un rééquilibrage sur aujourd'hui les grandes infrastructures, de leur proposer d'avoir une partie de leur budget, 10 à 15%, qui soit vraiment fléchée sur comment ils peuvent se mettre au service justement de toutes les nouvelles pratiques aujourd'hui émergentes,
pour que ça soit vraiment aussi, qu'on puisse créer plus de porosité entre toutes les compagnies semi-amateurs, professionnelles qui viennent de Montpellier, comment leur permettre de profiter en fait de ces grosses infrastructures pour se développer. Et ensuite, il y a effectivement, nous on croit beaucoup aux tiers-lieux, il ne faut pas en faire non plus la panacée, hein, mais nous on pense que par exemple, il en faut 2-3 dans la ville. Le quartier des facs aujourd'hui, c'est un quartier par exemple qui est mort. Voilà, c'est un quartier où il y a beaucoup d'étudiants pavillonnaires, mais aujourd'hui il n'y a pas d'espace où, il y a de la convivialité et deux, où il y a de la culture. Donc nous, on pense qu'il faut penser ces lieux-là, qui soient à la fois des lieux de diffusion, de production d'abord, de création, de production, de diffusion, et puis des lieux qui vont faire venir aussi peut-être tous ces gens qui ne viennent pas à la culture. Mais là-dessus, je me permets juste quand même une petite remarque. Quand on dit, voilà, est-ce que tout le monde a accès à la culture aujourd'hui ? La réponse, ça serait de dire, non, en fait, plein de gens en sont privés. Moi, je pense qu'en fait, il y a plein de cultures, il y a des cultures, et ce qu'on appelle parfois les cultures populaires, en fait, ce sont des cultures tout autant légitimes que les autres, et qu'il faut arrêter aussi de vouloir apporter la culture au peuple. Et ce qu'il faut permettre, c'est plutôt à ce que chaque Montpelliérain, chaque Montpelliéraine puisse, dans son quotidien, pouvoir pratiquer la culture, l'expérimenter, la vivre de manière collective, dans des espaces conviviaux. Et donc pour ça, on a tout un panel de mesures qu'on souhaite mettre en avant. C'est évidemment, par exemple, l'été sur Montpellier, c'est globalement un peu mort. Voilà, il y a ce qui se passe au domaine d'eau, mais pour moi, je fais partie de... Enfin, moi, je suis pas... Je vais vous dire la vérité. Moi, la culture, pour moi, c'est aller au cinéma, voir des concerts dans les bars. Et l'été, je vais surtout à Sète, parce qu'il y a des concerts cool. Mais en fait, et donc ça, c'est comment on fait pour développer sur Montpellier une vraie offre aussi l'été. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de s'appuyer sur les maisons pour tous, puisqu'on a un maillage de 22 maisons pour tous, d'en faire de manière régulière, par exemple une fois par mois. Chacune d'entre elles ouvriraient leurs portes le dimanche après-midi et soirée, en faisant venir des groupes montpelliérains, en faisant vraiment des espaces de foisonnement où la culture amateur professionnelle pourrait rencontrer, que ce soit vraiment les Montpelliérains et les Montpelliéraines qui profitent de cette offre culturelle. Sur la question, par exemple, de l'accès aux salles, nous, on pense qu'il faut permettre à toutes les associations, en général, d'avoir accès facilement à des salles. Donc nous, on propose une plateforme en ligne très simple d'accès où n'importe quel asso pourra réserver des espaces qui appartiennent à la ville ou au réseau de salles partenaires associatives. Et puis surtout pour la question des répétitions musicales. Aujourd'hui, moi j'ai une coloc qui fait de la musique, qui fait de la trompette. Je peux vous dire que c'est pas toujours facile par rapport au voisinage. Donc nous on propose par rapport à l'ancien conservatoire d'en faire un lieu de répétition aujourd'hui, notamment pour les pratiques amateurs ou semi-amateurs, qu'on puisse avoir des lieux en fait où pratiquer nos arts et notre culture. Donc c'est tout un ensemble de leviers qu'il faut selon nous activer pour faire en sorte que la culture elle soit présente dans notre quotidien et qu'elle soit pas juste dans les mains peut-être d'une élite qui parfois se gargarise de ces grandes infrastructures mais qui sont en effet un peu coupées de nos besoins nous habitants. Clotilde Diap, à part le palais de la... Pardon. Je fais un tout petit point, parce que sur le temps, oui. on en est donc à 7. C'est ça, 7, 8, 12. Ah bon, alors on va prendre du crédit sur le palais de la Côte de Guerre. Bon, on a compris, c'est une construction phare. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre programme rapidement ? Est-ce que vous êtes aussi sur ces lieux partagés ? Comment ça se passe pour vous ? Alors, nous, on est sur 2 autres éléments. Le premier étant justement de créer une résidence d'artistes. La possibilité pour les artistes, avec un budget de fonctionnement et d'investissement, de pouvoir travailler sereinement pour faire de la création. Quels artistes ? Quelle discipline ? Le théâtre, par exemple. D'accord. Voilà. Ou la peinture, par exemple. Voilà. Et puis sur un pass culture, puisqu'il y a tout un tas de populations. Alors un pass culture ouvert par rapport au coefficient CAF et surtout pour les étudiants, avec la possibilité avec ce pass d'avoir accès à des spectacles qui seraient choisis par les personnes qui souhaitent accéder à ces spectacles. D'accord. Il y a un souci, c'est qu'on se rend compte que la culture, ce qu'il y a à faire... Moi j'ai découvert l'opéra quand j'étais toute petite. Et si mon grand-père m'avait pas fait écouter de la musique classique, si mes parents m'avaient pas amené à l'opéra pour voir 1-2 fois par an, moi je suis issue d'un milieu populaire, mais 1-2 fois par an, j'ai vu justement ça me permet maintenant, en tant qu'adulte, d'oser rentrer. Et il faut créer cette possibilité d'oser rentrer pour voir ces spectacles-là qui ne doivent pas être réservés qu'à un type de personne, mais bien ouverts à toutes et tous. Ça peut ne pas plaire. Mais en tout cas, il faut ouvrir les portes et donner la possibilité à tout le monde, quel que soit son milieu social, d'où qu'on vienne, c'est une chance. L'école, par exemple, peut faire ça.
ouvrir justement. Quand j'étais au collège des Garrigues, on était allé voir Othello à l'Opéra de Montpellier. J'en garde un très bon souvenir aussi. Alors Coralie Mention, quel est le rapport là dans votre programme et est-ce que c'est construit dans ce sens-là entre écologie et culture? On parle de plus en plus dans les grandes structures culturelles de mise à jour écologiste. Il y a par exemple un potager qui se prépare à la panacée ou sur le toit, c'est certainement un peu anecdotique, mais ça fait partie d'un programme. Comment concilier les deux? Eh ben, moi je dirais la proximité. Je vous rejoins tout à fait, c'est-à-dire que pourquoi aller à l'autre bout du monde pour présenter son spectacle alors qu'on peut le faire sur place auprès de son voisin. Donc c'est ça, c'est recréer le lien entre l'artiste et l'habitant. Il n'y a pas besoin de partir loin pour faire sa création, on le fait sur place et puis on présente notre œuvre aux habitants, à ceux qui nous entourent. Donc vous privilégiez le public local? Oui. Le public local justement, et en rouvrant le fait d'avoir des espaces dans les quartiers, dans les maisons pour tous pour la création, après vous faites les festivals qui mettent en lumière toutes ces créations qui ont été faites partout dans les quartiers, vous créez un festival après qui met en lumière toutes ces créations ponctuellement dans l'année ou plusieurs petits festivals dans l'année qui mettent en valeur les artistes locaux qui ont été sur place. Alors Kadoula, si je peux lui poser une question, parce qu'il y a un mot dans votre programme que je ne retrouve pas ailleurs, vous dites qu'il faut que la culture soit transversale, je crois que c'est ça. C'est simple, quand on fait par exemple, quand vous faites un événement à l'extérieur, il faut, il y a, je sais pas moi, l'art de la rue par exemple, vous faites un événement, forcément, ça a un impact sur les autres services de la mairie, le service voirie, le service... il faut évidemment que quand vous faites un événement, tous les services, toute la mairie se mettent autour en activité pour se dire comment on va faire pour mettre en place ce festival et qu'il soit optimisé au maximum et que l'artiste puisse s'exprimer au mieux possible. Quand on met une ZAT en place, il faut voir avec les autres services de la mairie comment on le met en place, les services de nettoyage et tout bon, mais voilà, il faut mettre en place le service de nettoyage pour que ce soit propre, pour que les gens viennent, la sécurité, etc. Donc tout ça c'est transversal entre les différences. Pareil pour l'école, ce que je disais, le temps périscolaire, c'est faire un lien entre le service culture et la petite enfance pour savoir qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps périscolaire. Est-ce que justement on n'utilise pas ce temps-là pour faire de la création, donner la culture, l'art vivant ou plastique à ces enfants dès la petite enfance. Voilà. Donc c'est vraiment trouver ce lien entre les artistes et les autres services de la mairie. Alors Kadoula, si vous êtes élu, vous changez toutes les directions des grandes structures montpelliéraines? Effectivement. Je crois que la question, c'est plutôt de se mettre d'accord sur justement un cap, un projet, et c'est pour ça que nous on propose sur ces grandes structures au moins à minima leur proposer de s'engager sur une réallocation d'une partie de leur budget sur ce que nous on a appelé se mettre au service de la scène locale, de faire émerger cette scène montpelliéraine dont on a tant besoin, et on a plein de talents et on a vraiment, je crois qu'il y a vraiment un enjeu à les faire vivre et à les valoriser. Donc ça, je crois que c'est important, c'est d'abord de se mettre d'accord sur le projet de ces structures-là, et ensuite savoir qui est à la tête. Ça c'est peut-être une question subsidiaire, je pense, pour le moment. Peut-être une mesure qui n'a pas encore été trop évoquée, mais nous qui nous est très chère, c'est la question de l'accès à la lecture. Aujourd'hui, on a un réseau de médiathèques qui est plutôt bon sur Montpellier. Et nous, on souhaite vraiment s'assurer que ces espaces qui sont des espaces d'accès aux livres, mais aussi des espaces d'accès au calme, de ressourcement, et on pense qu'il faut qu'ils soient aujourd'hui plus adaptés dans leur offre à ce que les habitants ont besoin, les habitantes, notamment les étudiants par exemple. Nous, ce qu'on propose, c'est des médiathèques gratuites pour tous les habitants de la ville, et c'est toute petite part du budget, donc c'est pas... Elles le sont quasiment aujourd'hui. Non, il y a quand même un petit coup. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait aucun frein à ce que les personnes puissent voir les médiathèques près de chez elles comme des lieux où elles peuvent facilement aller, ouvrir un bouquin, lire la presse, et puis puissent se ressourcer. Et donc c'est aussi sur les étudiants, nous on propose d'avoir une amplitude horaire plus adaptée, parce qu'aujourd'hui il y a des vrais besoins pour tous les étudiants qui sont dans cette ville, et c'est 80 000 personnes, pas forcément 80 000 votants, c'est peut-être pour ça qu'on ne fait pas la politique pour eux, mais en tout cas qui ont besoin d'espace au plus près de chez eux pour pouvoir étudier en fait. Et donc ça c'est...
Eux, ils ont des bibliothèques. Alors il y a certaines médiathèques qui sont... Enfin, il y a la Zola qui est notamment ouverte le dimanche, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a que celle-ci. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé des fois à l'ouverture des médiathèques, les gens courent dans les couloirs pour avoir une place en fait. Donc c'est juste comment on fait pour avoir aussi d'autres espaces dans la ville où les gens vont pouvoir avoir des médiathèques dans lesquelles ils se sentent bien tout simplement. Mathieu Lambert, est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de ces propositions? Est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce qu'elles vous intéressent? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, tout ce qui va dans le sens de plus de moyens aux lieux et pas une grande politique culturelle qui crée des nouveaux lieux, des nouveaux festivals énormes, des grosses machines, pour moi ça va dans le bon sens. Comme je l'ai dit et comme ça a été dit plusieurs fois, moi je pense qu'on a un maillage de lieux qui est déjà assez intéressant. Ils sont peut-être pas assez bien exploités parce qu'on est encore une fois en manque de budget de fonctionnement. Quand j'entends dire il faut qu'on réalloue des budgets sur le service à la scène locale, quand je réfléchis à ce qu'on fait nous, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Enfin, on accueille déjà 500 musiciens dans les studios toute l'année. Encore une fois, c'est des moyens qui nous manquent. On a l'infrastructure qui est là, mais on n'a pas assez de moyens. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère qui le dit. On a eu une inspection de la DGCA qui a conclu que le soutien de la métropole à Victoire 2 correspondait au soutien d'une ville de 40 000 habitants. Donc on est quand même très loin d'une ambition culturelle d'une ville de 400 000 habitants. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le ministère qui le dit. Et je pense que la situation de Victoire 2, elle n'est pas déconnectée des autres. Elle est à l'image de la situation des lieux aujourd'hui. Donc moi je suis tout à fait pour qu'on se mette au service de la scène locale, moi je pense qu'à ça tous les jours, donc je ne veux pas dire le contraire, mais pour ça il nous faut des moyens. Et je rajouterais deux choses, moi tout ce qui va aussi dans le sens de faire confiance aux acteurs culturels, on n'a pas besoin d'aller chercher des acteurs ailleurs, paillettes, etc. On a les ressources ici, et d'ailleurs ça a été dit par certaines d'entre vous, et je suis complètement d'accord. Et puis troisième chose, quand je dis faire confiance, c'est la conséquence de tout ça aussi, c'est être dans un vrai partenariat avec les collectivités. Juste un exemple, on a énormément d'argent qui est sur la table et qu'on ne va pas chercher, qui sont des financements européens parce qu'on n'est pas capable d'aller les chercher. Parce qu'on n'a pas l'infrastructure pour le faire, on n'a pas l'ingénierie pour le faire, on n'a pas la surface financière pour le faire. Et peut-être qu'en travaillant tous ensemble, on arriverait à aller chercher ces crédits-là. Donc en plus, les crédits, ils ne sont pas délirants, ils sont là, on peut aller les chercher ensemble. Mais pour ça, il faut qu'on se fasse confiance tous ensemble. Stéphane Delon. J'abonde. J'ajouterais, enfin, je vais surligner un peu ce que tu as dit au sujet de faire confiance aux acteurs locaux. C'est pas quelque chose d'aberrant, ça. C'est-à-dire que on a des écoles d'excellence ici. Mais dans tous les, un peu dans tout, hein, même pas seulement dans les arts, dans tout. Et pourtant, quand on monte dans les directions des lieux opératiques, il n'y a rien. C'est-à-dire, on a l'impression que les CV viennent d'ailleurs, etc. D'un seul coup, je me dis, mais tiens, c'est vrai, pourquoi ? C'est pas quelque chose d'anti, d'un seul coup, d'anti-montpelliérain, c'est juste que je me dis, mais pourquoi, bon sang, avec la quantité d'acteurs locaux vraiment intéressants, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus d'idées ? C'est une déconne là, qui vient de dire le truc d'aller chercher le truc européen. Je veux dire par là que c'est évident, et évidemment, et tous les acteurs locaux le disent. Pourquoi ça n'a pas lieu ? Pourquoi ça n'a pas fait, hein ? Vous l'avez fait avec Structure Nouvelle, on l'a fait, oui, non mais bon, on s'en fout. Mais vous êtes un erreur. Hein ? Oui, non, mais c'est dingue. Non, mais c'est dingue. On a monté un projet avec des fonds européens, une structure, une compagnie qui vit avec, qui a pas d'acteur qui a pas de salarié permanent. Voilà. Tu m'as fait perdre le fil. Hein ? Excuse-moi. Non, tout va bien, tout va bien. Et cette idée-là, par exemple, d'aller chercher les fonds européens, mais si on regarde, ça fait des années que tous les acteurs locaux du spectacle vivant disent il nous manque des lieux. Mais pourquoi, depuis 20 ans que je suis ici à peu près, ça n'a pas eu lieu ?
Comment se fait-il qu'on enlève, par exemple, c'est juste un exemple, c'est quasi anecdotique, le théâtre du Hangar, qui était un lieu dédié au théâtre, qui était donné à un acteur local d'ailleurs, pour le redonner à la formation, c'est-à-dire à l'École nationale supérieure d'art dramatique. C'est très bien d'ailleurs, hein, il y en avait besoin, il y avait besoin de locaux. Mais comment se fait-il que du coup, il n'y ait pas eu... Du coup, si on fait ça parce que c'est nécessaire, il faut élargir et aller chercher et aller donner des moyens, etc. Parce qu'en plus, les moyens en question, c'est pas seulement de l'argent. Alors, lui, il parle de son point de vue, de directeur de lieu, d'espace, etc. Donc, il a besoin d'argent. Mais moi, qui suis plus en compagnie, outre l'argent, moi, on me donnerait 100 à 200 mètres carrés d'espace chauffé avec les fluides pris en charge. Je veux dire, c'est pas le monde, quoi. Pour créer, et en plus, je m'engage à faire en sorte qu'il y ait un turnover et que ce soit pas que moi qui ai ce lieu, mais qu'on soit plusieurs à ce lieu. Parce qu'on l'a déjà éprouvé, ça. J'ai bossé dans un truc qui s'appelait l'Air, qui n'existe plus maintenant, bien sûr, puis ça n'a pas aidé. Où on était 5, 6, 7 compagnies, ça a été délirant. Avec une compagnie comme la compagnie de Fabrice Rabat-Lingom, avec Chagall sans M, avec une structure nouvelle, ça allait dans tous les sens. Un truc qui faisait 100 mètres carrés. Et ça tournait, c'était dingue. Et tout le monde me dit alors, c'en est où ce truc ? Bah, c'est plus là. Mais pourquoi ? Bah, parce qu'on peut pas, on n'y arrive pas, c'est trop cher. Et ça, c'est rien. Et ça, c'est vraiment dans les mains des hommes politiques. Parce que les hommes politiques, ils ont un parc. Et ce parc-là, à eux de l'exploiter, à eux d'aller le chercher. Ça doit être mis en œuvre. C'est rien à bousculer, ça. Juste un exemple. Alors, Sandrine Létayer, le SINAVI a adressé un questionnaire. Non. Non. Le SYNDEAC a adressé un questionnaire. Le SINAVI, lui, a quand même des propositions. Oui, a adressé des propositions. Alors, voilà, donc des propositions pour les questionnaires aux candidats, non, mais plutôt c'est des propositions qui suivent 6 grands axes. d'accord. Voilà. Si vous voulez, je peux Oui, vous pouvez les citer. vous Vous parlez citer, d'infusion artistique. C'est une jolie expression, mais ça veut dire quoi ? L'infusion artistique. L'infusion artistique, c'est ce qu'on fait quand on travaille. Quand on travaille dans un endroit, en fait, on est bien dans un endroit quand on travaille. Et du coup, on côtoie des gens et des gens nous côtoient. Et ça crée, c'est ce qu'on appelle l'infusion. Ça peut être très bien sur des résidences longues sur certains secteurs. Il y en a pas mal en art de la rue, par exemple. Mais ça peut être aussi une compagnie qui travaille dans un local, dans un quartier à Montpellier et qui, du coup, crée un brassage avec les gens du quartier. Voilà. En fait, c'est ça l'infusion. C'est un peu comme c'est comme le thé, quoi. Une sorte d'immersion. Oui, c'est-à-dire que ça diffuse. D'accord. Voilà. Alors on peut les citer rapidement. Oui, ensuite, donc on parle du questionnaire du SYNDEAC qui a été adressé là, cette fois, je crois, aux candidats. Vous l'avez peut-être reçu. Donc c'est vrai que nous on a travaillé sur 6 grands volets de propositions pour ces municipales. Le premier étant les droits culturels comme révélateur d'une autre politique culturelle à l'écoute des habitants et des artistes. C'est un peu ce dont j'ai cru entendre parler Alenka Doulin. Et cette référence aux droits culturels, en fait, elle crée un changement radical parce qu'elle remplace le grand principe descendant de la décentralisation par un principe d'horizontalité et qui génère des initiatives culturelles in situ. Le grand mot-clé de la culture en ce moment, qui porte une utopie. On ne comprend pas forcément tout de suite très bien ce que c'est. Et c'est pour ça, c'est parce qu'en fait c'est nouveau, les droits culturels, et qu'il faut s'en saisir, et pour s'en saisir, il faut beaucoup en parler, beaucoup en entendre parler, beaucoup travailler dessus, donc il faut se former. En fait, la culture, c'est la culture. Il y a pas. En fait, la culture, il y a plusieurs cultures. En fait, il y a une culture institutionnelle qu'on connaît, qui est plutôt descendante. Mais après, il existe plusieurs cultures dont on peut s'enrichir les uns les autres. Voilà. Et la culture, elle appartient à tout le monde. Le savoir. Il n'y a pas des gens qui sont détenteurs d'une culture qu'il faudrait adresser à des gens qui n'en auraient pas. Tout le monde possède une culture.
Voilà. Après, on peut la mettre en mouvement et la question de la création artistique, c'est un peu... voilà, bon, bref. En tout cas, la culture, elle appartient à tout le monde. Nous, c'est vrai que ce qu'on se disait, c'est qu'il faudrait des rencontres et des forums et des formations des élus, voilà, des élus à la culture, ne serait-ce que pour qu'on puisse se saisir de ce que ça signifie. En fait. Il faut former les élus à la culture. Et se former nous-mêmes aussi, parce que en fait, c'est une transformation complète de la vision de la culture et de la manière dont chaque collectivité peut s'emparer de cette question-là. Donc bon, ça c'est un premier volet. Le deuxième grand volet, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est les lieux intermédiaires et indépendants et des espaces pour travailler. Voilà, à créer et à soutenir, augmenter le soutien en fait à la création indépendante. Voilà. Le troisième volet, c'est l'infusion culturelle qu'on a évoquée. Le quatrième volet, c'est une économie solidaire qui est donc locale, non délocalisable. Donc s'appuyer aussi sur le travail qu'on fait en étant là, en habitant là, avec les gens qui sont là aussi. Voilà, ça aussi, ça a une valeur. Et ensuite, non, on n'a que cinq grands points. Le cinquième grand point, c'est l'art, la culture et la planète. On est bien tous au courant qu'on est dans une situation d'urgence écologique. Et effectivement, si on commence à réfléchir à cette urgence écologique, il va falloir vraiment réfléchir à la pratique dans nos secteurs, à nos pratiques. Par exemple, on parlait de résidence et du manque de lieux ici pour travailler. Quand on monte une production, en fait, on monte des productions éclatées dans l'espace et dans le temps. On va travailler très loin. Des fois, on transporte une équipe avec nous. On va travailler une semaine dans un endroit. Et puis on va la compléter avec 2 semaines dans un autre endroit. On va revenir ici, on va repartir. En fait, ça génère quand même beaucoup de transport, beaucoup de... voilà, il y a donc cette question-là. Il y a une autre question. L'attitude responsable consiste à mutualiser. Supprimer l'orchestre symphonique. En fait, c'est la seule solution. Vous êtes sérieux, Mathieu? Oui. D'accord. C'est-à-dire, il y a aussi sur les décors et les costumes. Voilà, en fait, il y a toute une il y a une transformation qui va du coup devoir s'opérer dans nos pratiques. Et aussi, il y a une pratique qui a disparu et justement qui risque d'être un peu remise au goût du jour au Théâtre du Hangar, si j'ai bien compris le projet, c'est d'avoir des séries de représentations. Ça n'existe plus en fait, de jouer 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, voilà, des séries de représentations. C'est-à-dire que le fait d'aller jouer loin, c'est pas en soi, c'est plutôt bien. On fait des échanges, c'est pas un problème. Le problème, c'est de se déplacer pour aller jouer une fois, de faire une journée ou 2 de montage, de jouer une représentation, de repartir le lendemain. C'est ça qui est un souci. Rationaliser les moyens de production et de diffusion. Donc c'est des choses auxquelles on réfléchit. Il y a d'autres choses sur lesquelles évidemment les municipalités et les collectivités en règle générale vont être sollicitées. C'est sur la transformation des lieux en fait, justement pour réduire les consommations d'énergie. Il faut créer des lignes budgétaires qui soient dédiées à ça parce que les acteurs culturels ne pourront pas le faire sur leur budget. Donc voilà. Mathieu Lambert, je reviens sur votre proposition éclatante. Supprimer. Alors c'est vrai que c'est 20 millions d'euros, plus de 20 millions d'euros. C'est colossal. Non, mais c'est une boutade, mais il se trouve que cette question écologique date pas d'hier et qu'on a déjà des études qui ont été faites et que toutes les études d'impact montrent que le bilan carbone est épouvantable des orchestres symphoniques. Quand on déplace 80 musiciens en avion avec tous les instruments, c'est épouvantable. Donc si on était vraiment raccord, la première chose à faire serait de supprimer les orchestres symphoniques. En tout cas, de ne pas les envoyer en avion. Autant les supprimer alors. Ceci dit, à cette aune-là, aujourd'hui, Archaos serait considéré comme des bouffeurs de diesel, oui, de kérosène. Et je crois que plus personne n'accepterait de les voir tourner avec des princes morts. Il n'y a rien de moins écologique que la culture, Coralie Mention.
c'est des projecteurs, c'est des coûts de déplacement. Il y a une sacrée révolution à mener dans le secteur. Hein. Oui, c'est sûr que c'est assez énergivore. Mais bon, pour Alors venir comment sur- ne pas me les mettre à dos maintenant? Courage. Non, je voudrais reparler des budgets. Nous, on ne va pas promettre d'augmenter les budgets. Il faut d'abord qu'on voit où on en est sur le budget de la ville, etc., et faire le bilan financier de la ville et de la métropole. Mais il y a un budget qui est intéressant et qui est toujours utilisé de la même manière, c'est le 1% artistique des marchés publics. Vous avez vu fleurir toutes ces œuvres d'art dans les ronds-points. Et ben, ce budget-là, on pourrait le flécher différemment, je pense. Enfin, tout le monde connaît le donut, c'est la saucisse devant Hommage à Confucius, il s'appelle. la faculté de lettres. Oui. Et ben, il pourrait être fléché sur l'art de la rue ou des spectacles vivants. Alors c'est vrai que souvent, on aime acheter de la matière, des choses. Et donc on peut faire une œuvre d'art parce qu'on se dit ça va être là, tout le monde va le voir, on saura où va l'argent. C'est peut-être une erreur, peut-être sur des spectacles éphémères, des spectacles vivants. En effet, c'est ponctuel, ça va disparaître, mais c'est peut-être nécessaire, c'est même nécessaire. Mais moi je le vois dans mon métier, je suis architecte, les gens ont du mal à payer, à financer une idée. C'est pas palpable, c'est pas une chose. Et les gens, ils ont besoin de devenir une chose. Donc, une fois, on m'a appelé en me disant viens dans mon appartement, viens me donner des idées, etc. Oui, mais ça, c'est d'idées, réfléchir, et ça a un coût, c'est quelque chose. Voilà. Et ça, voilà, ce 1% artistique des marchés publics, on pourrait le mettre sur les spectacles vivants. Alors, c'est éphémère, ça se verra plus, mais voilà, c'est un budget qu'on peut avoir pour financer la culture. Peut-être juste sur l'écologie, je pense que. Il y a des priorités en termes, si on doit parler de choses qui sont un peu aujourd'hui indécentes, de gaspillage, je pense qu'il y a d'autres secteurs que la culture qui sont peut-être en priorité à pointer du doigt. Je pense que la culture, on va vraiment en avoir besoin dans les décennies à venir. On va avoir besoin d'imaginaire, on va avoir besoin de créer de la fierté, de se retrouver, de construire ensemble des choses, et je pense que la culture, elle a un grand rôle à jouer là-dedans. Et au contraire, je pense que s'il y a bien des économies à ne pas faire, c'est pas peut-être sur ça en premier lieu. Au contraire, on aura besoin, vu les crises auxquelles notre territoire va être confronté. Et si je puis rebondir sur ce que tu viens de dire, Alenka, la culture, dans cette lutte contre le réchauffement climatique, elle est primordiale. La culture et l'éducation. C'est comme ça que... C'est quand on apprend aux enfants que les plantes qui poussent sur les trottoirs, quand on leur apprend le nom de ces plantes, c'est quand on fait de la culture, c'est quand on fait de l'éducation, c'est comme ça qu'on va réussir à faire évoluer, c'est quand on voit un spectacle, c'est à travers toutes ces choses, c'est ce que nous renvoie la culture justement. C'est impalpable la culture. Quand on sort d'un spectacle, parfois on n'a rien compris, ou parfois on a tout compris, ou parfois on a le sentiment de ne pas avoir compris, mais au final ça entraîne quelque chose. C'est là qu'est tout le concept de la culture et sa force, est-ce que rien ne pourra remplacer. Et c'est justement dans ces périodes compliquées où il va falloir faire comprendre des choses à tout le monde de façon collective, à pouvoir les infuser, exactement, c'est le mot, c'est infuser dans l'esprit des gens qu'il est nécessaire, et c'est par la culture, c'est grâce à l'offre culturelle, c'est grâce à l'éducation, c'est grâce à ces deux choses-là qui sont évidemment complètement impalpables qu'on va réussir à changer les choses. On ne pourra pas les imposer. Pour les changer collectivement, il va falloir les faire passer. Et comment les faire passer de façon plus positive que par un spectacle pour enfants, que par une déambulation dans la rue, que par le fait de connaître les plantes qui nous entourent. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'éducation à la nature. Voilà. C'est primordial et c'est vraiment la pierre angulaire de tout ça, vraiment. Très bien. On va terminer rapidement par le questionnaire du syndicat dont on avait parlé, syndicat culturel représentatif important. Des questionnaires ont été envoyés à tous les candidats. Vous l'avez reçu? Alors je ne l'ai pas reçu Non, personnellement. Bon. Est-ce que c'est la peine qu'on en parle? Alors, c'est dommage parce qu'il n'y a que ces 15 syndicats, on aurait pu recevoir tous les autres syndicats. je crois que vous Ah oui, recevez, mais là, on aurait pas pu rentrer qu'une dans équipe la municipale reçoit 3-4 questionnaires par jour. Celui-là, je l'aurais vu parce que je connais très bien Nicolas, parce qu'il est bien dans 3 l'équipe de semaines. Coralie. Mais il y a une question dedans, alors je veux bien ressortir. Ouais. C'est un questionnaire comme tous les autres questionnaires que vous recevez. Est-ce que vous allez augmenter le budget, si vous l'augmentez où, quelles sont vos priorités, etc. Il y a en fait 2 questions. Est-ce que vous connaissez la loi création, architecture, patrimoine et
le chapitre sur l'indépendance des programmateurs, entendez-vous le respecter? Et s'il y a un label national sur votre territoire, est-ce que vous entendez respecter son cahier des charges et ses missions? Et ça nous permettra de finir sur cet héritage dont vous allez devoir vous occuper si vous êtes maire, c'est-à-dire les institutions, labels nationaux. On a bien compris que vous aviez des priorités sur les lieux intermédiaires, sur l'accueil des artistes, etc. Il n'empêche qu'il y a 70 millions d'euros qui sont dépensés dans des grandes institutions et qu'on veut maintenant savoir ce que vous allez en faire quand vous serez aux manettes. Alors, rapidement, pour terminer, Cora Dimension. On a toujours le déficit de temps, hein. Vous ne l'avez pas Alors, rattrapé, allez-y, elle a prenez votre toujours temps. 4 minutes de plus que vous deux. Non, mais c'est sûr qu'il faut que les institutions soient indépendantes. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il souhaite dans son institution, dans son théâtre. Donc la programmation doit être libre. On n'a pas parlé, j'ai pas parlé tout à l'heure du changement de direction, mais c'est vrai que vous parliez de Montpellier Danse. Voilà, il y a des gens qui sont là depuis des décennies. Et donc voilà, changer la route, changer Donc vous, régulièrement de vous demandez à direction. Montanari de prendre sa retraite, c'est ça? Non, on va attendre, il ne reste pas longtemps, on va le laisser terminer. Mais la relève, c'est bien de tourner tous les 4-6 ans, voilà. C'est ce qui est pas mal de changer de direction, ça permet justement de, quand les gens sont là depuis... Donc une alternance Une à la tête alternance, des voilà. structures. Moi j'aime bien aller à Montpellier Danse, hein, mais c'est vrai que Mersuki, tous les 2 ans il passe, j'adore. Mais c'est vrai que changer, voir d'autres spectacles, c'est pas mal aussi. Donc changer régulièrement, avoir le temps, hein, tous les 6 ans peut-être par exemple de direction, ça peut être pas mal. Vous voulez être la spécialiste du cumul des mandats, parce que Europe Écologie s'est toujours dit que vous voulez un non-cumul des C'est mandats ça, on dans l'appliquerait les aussi dans les institutions directions culturelles. des institutions, voilà. Pas de cumul de mandats non plus dans les institutions, que ce soit le théâtre, l'opéra, etc. Alain Cadolin. J'en ai déjà un peu parlé. Nous, on a une démarche claire là-dessus, c'est de dire qu'il faut travailler de toute façon avec ces institutions. C'est aujourd'hui des acquis sur Montpellier. Elles contribuent aussi quand même à nos atouts culturels. Voilà, il ne s'agit pas non plus de les pointer du doigt et de les délégitimer. Par contre, il faut qu'elles puissent venir en appui d'une stratégie culturelle plus claire et qui infuse dans les quartiers et qui est au service de notre scène culturelle. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est de travailler avec elles sur comment elles pourraient flécher une partie de leur budget de manière plus proactive sur se mettre au service de ça et voilà, ne pas juste se conforter dans un statut qu'elles ont aujourd'hui et faire en sorte que les équipes de direction se mobilisent autour de ce projet-là avec lesquels on travaillera. Petit Lollier, très vite. Hein, parce que vous avez... Je pense qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres et sur les fonds européens, il faut savoir travailler tous ensemble pour monter des fonds européens, des dossiers, ce que j'ai déjà fait, et pour monter en tout cas une épicerie associative et faire équiper une salle municipale et la transformer justement en théâtre ouvert à la scène amateur. Le village que je dirigeais il y a quelques années était réputé pour ça. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on a bien échangé, c'est dit beaucoup de choses. Et on va non seulement vous offrir la vidéo qu'on va monter et travailler, mais on va aussi l'offrir aux autres candidats. Parce que je pense que c'est important qu'ils vous écoutent. Merci encore à tous les 6. Merci à vous. Merci pour cette belle initiative. La 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 la.